À nous qui voulons créer un monde meilleur. Acceptons donc que ceux avant nous ont fait de leur mieux, qu'encore aujourd'hui, même avec des bonnes intentions, il est trop facile de nuire. Apprendre sur le monde qui nous entoure et surtout sur notre monde intérieur est prioritaire si on veut espérer poser des actions justes. Être un être inspirant, c'est une direction qu'on vise ici, en partageant des connaissances et des humains qui nous inspirent. Et pourquoi pas commencer tout ça avec une grande inspiration. C'est parti. Bonjour à tous, bonjour Jean Champagne, merci d'avoir encore accepté notre invitation pour aller plus loin ensemble, pour continuer notre conversation qu'on a eue avec ta fille Marie Champagne. Suite à notre dernière conversation, tu m'as fait un beau cadeau, Jean. Tu m'as donné ton livre que tu venais d'écrire, puis que tu viens de lancer, et que j'ai eu la chance de lire, et surtout de lire un livre en ayant en tête que je vais pouvoir interviewer, poser mes questions pour assouvir ma curiosité. Je trouve vraiment que c'est un beau cadeau que tu m'as fait. Puis le livre en soi est un cadeau, en tout cas c'est ce que j'en ai compris dans ton intention. Tu voulais faire un cadeau à tous les entrepreneurs pour finalement qu'ils apprennent de tes erreurs, de tes bons coups pour essayer d'aider ceux qui penseront après toi. C'était vraiment intéressant à lire. Puis je te remercie, Jean, d'avoir accepté de venir encore. Tu viens ici là sans savoir ce que je vais te poser, tu te laisses bercer, tu me fais confiance. Merci Jean d'être là, merci de venir présenter ton livre, le Crash, le combat d'un entrepreneur. Bienvenue encore, Jean. Merci Michel, ça me fait plaisir. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé la première expérience. Ne sachant pas nullement les questions que tu vas me poser, je trouve ça excitant. Et puis, effectivement, tu as bien introduit mon livre. J'ai pas écrit un livre parce que je voulais écrire des livres. J'ai écrit un livre parce qu'après plusieurs conférences que j'ai données sur comment on avait sauvé notre belle entreprise, ben les gens me disaient, ben Jean, faut que tu écrives ça, là. Il faut que le monde sache cette histoire-là. J'ai écrit un livre, effectivement, pour les autres, me faire plaisir aussi. Puis c'est vraiment le résultat que ça donne, autant dans le processus de l'écriture que le processus éditorial jusqu'à la lancée. Mais ce que je vis le plus beau dans tout ça, c'est ce que je vis depuis que les gens me lisent. C'est les commentaires que je reçois par email, par texto. Les gens m'appellent ou me croisent sur la rue. Ça touche beaucoup les gens, puis c'était le but. Le but, c'était de partager une expérience qui peut toucher puis aider les gens. Tu m'intrigues, Jean. Est-ce que tu as un exemple là, d'un commentaire ou d'un message que les gens t'envoient, un qui te vient en tête sur le moment? Ah, j'en ai plusieurs exemples. C'est sûr que moi, je visais une clientèle, différentes clientèle d'entrepreneurs aguerris qui vivent des périodes difficiles ou qui, en me lisant, peuvent éviter de vivre des périodes difficiles. Je visais aussi les jeunes qui un jour rêvent d'être entrepreneurs. Puis je visais aussi un peu les gens qui aiment lire un exemple de travail d'équipe, de courage, de foi en soi-même, de foi en une équipe, de foi en plus grand que soi. Puis j'ai autant de lecteurs d'affaires que de lecteurs de non-affaires qui m'écrivent. Puis je pourrais te partager peut-être des commentaires, un commentaire de personne qui est du monde des affaires, une personne qui est pas du monde des affaires. Du monde des affaires, ce qui me vient, c'est vraiment une personne qui a eu une grande entreprise, qui maintenant est retraitée, qui m'a dit il faut absolument que les jeunes lisent ça. Parce que ce que tu vis, ce que tu nous écris, je l'ai vécu. Ton livre m'a touché. J'ai eu peine à retenir des larmes. Je pense à une autre personne qui, je pensais, ne pleurait jamais. Mais il faut absolument que tous mes enfants lisent ça. Donc ça, c'est touchant. Puis j'ai eu un commentaire. Ma mère demeure dans une résidence pour personnes âgées. Puis une très belle couverture médiatique à la sortie. Fait qu'elle a de ses amis qui ont plus de 90 ans, qui ont lu mon livre.
Moi, je pensais pas que des personnes de plus de 90 ans qui avaient jamais été en affaires liraient mon livre. Ben ouais. Il y a une dame qui reste sa voisine qui l'a lu en 2 jours, qui a mentionné « Je suis pas capable d'arrêter de le lire. On n'est pas capable d'arrêter quand on commence. » Puis ça, c'est le commentaire que je reçois le plus des gens. Peut-être un autre commentaire, j'ai au moins 3 personnes qui m'ont dit avoir lu mon livre parce qu'ils me connaissaient, mais avoir jamais lu un livre de leur vie avant ça. Puis que une des personnes que j'ai vues en fin de semaine, depuis ce temps-là, a lu 2 ou 3 autres livres. Wow. Fait que dans le fond, je touche vraiment la cible que je voulais avec le livre, puis c'était mon objectif. J'en suis bien heureux. Puis moi, un truc qui m'a impressionné à travers ton livre, tu sais, j'ai lu quelques livres, mais un truc qui m'a marqué en étant présent à ton lancement, c'est d'une part tout le travail qu'il y a derrière pour lancer un livre. Ça se fait vraiment pas sur le coin d'une table. Le processus éditorial, c'est c'est olympique là, de ce que j'en ai compris là, c'est fascinant. Surtout du fait que te connaissant, puis ce que tu expliqué aussi, c'est que tu es quelqu'un de très structuré. À chaque jour, tu prends des notes sur autant là tes états émotionnels, sur tes pensées, sur tes stratégies, hein. Tu fais beaucoup de plans, beaucoup de visions, puis t'as aussi beaucoup de procès-verbaux parce que tu as beaucoup de travaux d'équipe. Et c'est le cumul de tout ça qui t'a permis de faire la trame narrative de ton livre. Et donc, c'est vraiment de quoi de très, très proche du vrai, étant donné que c'est basé sur beaucoup de notes, finalement. Fait que c'est très intime, d'ailleurs, là. Tu mets tous tes chiffres. Je te connaissais un peu, mais j'ai été fasciné de voir à quel point que tu te livres à cœur ouvert là-dedans, sachant en plus que c'est pas juste tes souvenirs, mais vraiment des traces de notes. C'est remarquable, là, de voir de quoi d'aussi rigoureux puis structuré et en même temps bien romancé, justement, comme ça se lit comme un roman, parce que c'est d'ailleurs spectaculaire. J'en revenais pas, sachant que c'était vrai. Toutes les up and down que tu as vécu pendant 10 ans, c'était vraiment digne d'un roman, littéralement. Puis je sais que c'est pas inventé, je sais tout que c'est des faits. Bravo juste pour ça, Jean, c'est impressionnant. Il y a 2 éléments que je retiens de ce que tu me dis, Michel, c'est ce livre, mon livre, c'est un récit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une date, il n'y a pas un chiffre, il n'y a pas un élément qui n'est pas ce que j'ai vécu dans ma propre perception. On comprend que d'autres personnes l'ont vécu en même temps que moi avec une perception différente. Mais ce qui m'a le plus surpris, parce que tantôt je te parlerai du processus d'écriture, c'est qu'à terme, ce récit-là, avec quelques chiffres, quelques tableaux, se lit comme un roman. Puis si on n'avait pas la petite note du début qui dit « tout ceci est vrai », on serait convaincu que la moitié est romancée. Ouais. À cause de la gravité des événements que j'ai vécus. Quand ils ont sorti mon livre, la maison d'édition Québec-Amérique a dit ce livre est un thriller financier. J'ai pris ça comme un grand compliment parce que être un thriller financier, quand l'histoire est 100% vraie, ça donne déjà la réalité des épreuves que j'ai vécues avec mon équipe. Pour dire que tu viens à penser que ça se peut pas, puis que ça finira pas, puis vas-tu passer au travers, puis tu dis mais faut que je lise une page de plus, donc un thriller, puis que ça soit une histoire vraie, c'est un grand compliment. Bon, pour ce qui est du processus d'écriture, quand j'ai débuté, j'aurais pas pu écrire le même livre si j'avais basé seulement sur ma mémoire. Parce que la mémoire, elle cache des choses, elle exagère ou elle diminue d'autres choses. Fait que comme moi, je suis une personne extrêmement structurée, c'est une qualité que j'ai. Évidemment, j'avais documenté je documente chacune des rencontres que j'ai dans peu importe les circonstances. Fait que je mets la date en haut, puis je prends des notes, puis souvent des phrases que les gens ont dit. Fait qu'en regroupant ces informations-là aux procès-verbaux de toutes les réunions que j'ai présidées, donc les rencontres, les réunions formelles, mais avec des états financiers, des rapports trimestriels, puis mensuels et hebdomadaires, fait que ça a fait que si j'ajoutais ça à mon agenda quotidien, que j'ai gardé,
puis dans lequel, quand ça allait trop mal, j'écrivais mes émotions, ou quand je vivais des victoires, j'écrivais mes émotions. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris des périodes, je me suis fait un plan de travail avant de commencer, mais j'ai pris des périodes, mettons 3 mois. Fait que je prenais 3 mois, je mettais une petite pile de mon agenda, une petite pile des états financiers, une petite pile des procès-verbaux, une petite pile des rencontres, puis une petite pile du dossier avec la banque, puis une petite pile du dossier de financement. Et je suivais par date. Et j'ai été capable d'écrire l'histoire avec ça. Fascinant. Puis l'autre avantage que j'ai eu dans le processus d'écriture, parce que ça, tu fais ça en vase clos, l'écriture, j'avais 12 lecteurs qui me suivaient dans mon processus d'écriture. Des gens d'affaires, des gens pas d'affaires, qui aimaient ça. Ça les animait. Ils avaient hâte de recevoir un prochain ou 2 prochains chapitres. Fait qu'à la fin, je suis arrivé avec un produit issu de mon travail et de celui de mon épouse Louise, qui était le processus de tout mettre ça parce que moi, j'écris à la main, Louise, elle me mettait au traitement de texte, corrigeait les fautes. Fait que ça a donné un livre qui, dès le départ, était intéressant parce qu'il avait été validé par les 12 lecteurs. Mm-hmm. Fait que moi, quand je me suis relu à la toute fin, j'ai trouvé que c'était très bien. Fait que j'ai approché des éditeurs, j'ai approché 3 maisons d'édition, puis 2 des 3 m'ont dit « Hey, c'est toute qu'une histoire, ton histoire. Ça nous intéresse d'écrire. » Puis j'ai rêvé dans ce processus-là d'être publié par Québec-Amérique. Pour 2 raisons. C'est que j'avais lu un livre qui avait changé un peu ma perception de la gestion d'opérations, qui avait été édité par eux. Mais aussi parce que le propriétaire fondateur, c'est un beau son. Personne. Québec-Amérique, c'était déjà le 2e plus gros éditeur après le groupe québécois. Fait que qu'il me dise ça nous intéresse, ben moi j'ai tout de suite cliqué avec l'éditeur qui m'a contacté. Puis lui il m'a dit c'est bien ce que tu as fait, nous on croit à l'histoire, mais on te recommande d'aller te trouver un co-auteur ou une co-autrice, un spécialiste d'écriture. J'ai fait quelques entrevues, j'ai choisi une personne qui s'appelle Jennifer Blanchet. Fait qu'elle, elle a repris ça, puis sur 6 mois, elle a tout réécrit. Il faut comprendre que moi, j'ai travaillé 8 ans avant ça sur mon livre. Fait que 8 ans d'écriture, 6 mois de réécriture ou d'amélioration de mon écriture. Là, on a repassé le filtre à Québec-Amérique, puis là, on a signé un contrat. Ils ont acheté, entre guillemets, mon histoire. Je suis tombé avec un livre qui serait publié par Québec-Amérique. Puis là, pour moi, c'était fini. Le gars m'a dit, ça va bien, ça va 18 mois, peut-être 24 mois. Puis j'ai dit, attends un peu. On l'a drop. Puis je l'avais fait corriger par une spécialiste. Encore 18 mois. Puis j'ai dit, on va le faire en 12 mois. Il dit, ça se peut pas, mais on va l'essayer. Fait qu'avec la maison d'édition, quotidiennement, on s'est mis à corriger le livre. L'éditeur l'a corrigé à 2 reprises. Il l'a lu, corrigé. Il fallait tout que j'approuve. Puis après ça, on a eu 3 séries de correcteurs du français, plus une dernière correction. Fait que ça a duré 12 mois, puis j'ai eu le livre entre les mains, qu'on voit ici, que je suis fier de montrer. La page couverture est significative. Puis donc, 9 ans pour du début de l'écriture à la sortie. C'est ça, c'est spectaculaire. Je lève mon chapeau et j'ai l'élan de plonger dans cet ouvrage-là. J'ai pris plein de notes. C'est clair que j'aurais pas le temps de tout assouvir ma curiosité avec toi, mais j'ai envie qu'on ressorte finalement mes coups de cœur ou mes éléments où est-ce que j'ai le goût d'aller creuser ou peut-être des emplacements où est-ce que peut-être volontairement ou non t'as pas creusé où est-ce que moi j'ai envie d'aller. Puis par le fait même, mais pour ceux qui nous écoutent, là, ça va donner un aperçu d'à quoi ressemble le livre et de mes coups de cœur finalement. Fait que est-ce que t'es prêt à ce qu'on explore ça ensemble, Jean? Vas-y. Cool. J'ai tout de suite aimé beaucoup ton préambule. Parce que si moi je me décris, je me considère pas comme un entrepreneur. Hein. Je suis un ancien de mathématiques. Je suis sur un payroll. Hein. Je reçois ma paye. Puis j'ai tout de suite envie de nommer que j'étais de ceux qui avaient une image un peu sombre des entrepreneurs, hein, où est-ce que je voyais les gens qui étaient riches comme des profiteurs un peu. Il y a comme une sorte de tabou en lien avec l'argent, je trouve, spécialement pour les Québécois peut-être. Puis j'avais déjà ce préjugé-là pendant de nombreuses années. Bien sûr, ces dernières années, là, j'essaie de défaire mes croyances limitantes en lien avec l'argent. Puis j'ai redoré un peu des lettres de noblesse, mais encore là, c'était un peu théorique. Puis le fait de lire ton livre, de voir un exemple concret d'un entrepreneur que tu incarnes là-dedans, que justement, il y a, c'est peut-être que c'est quelques pourcentages de gens qui sont comme ça, mais il y a tellement du monde à cœur qui mettent
leur maison en hypothèque, qui sont prêts à mettre de leurs fonds parce qu'ils ont en tête qu'ils n'ont pas juste non seulement leur paye, mais c'est 200 employés que si ils réussissent pas à régler les problèmes, les défis, mais ça va avoir un impact sur tout plein de personnes. Ça m'a comme aidé à intégrer ça et et bref, j'aime dire que ta préambule, ou est-ce que c'était un de tes soucis, hein? J'ai même envie de te lire. D'après moi, on met trop rarement en évidence la beauté de l'entrepreneuriat. Des hommes et des femmes qui osent mettre en jeu tout ce qu'ils possèdent pour leur réaliser leurs rêves. L'image d'entrepreneurs malhonnêtes et profiteurs qui semblent impressionner l'imaginaire collectif ne correspond pas à ce que je vois tous les jours en côtoyant des propriétaires de PME. J'ai souvent vu des hommes et des femmes à bout de souffle se fendre en quatre pour le bien de leur entreprise, de leur famille, de leurs employés, lorsqu'une situation de leur business n'était pas prospère. Et bullseye là-dessus, Jean, en tout cas moi qui me considère ouvert, ça m'a fait du bien de le lire, on dirait que je le comprends mieux. Et je peux tout de suite dire qu'en tout cas pour moi, là, mission accomplie pour ton livre. Puis j'aimerais peut-être aussi que t'en reparles, dans le fond, que t'es pas un cas rare, là, t'en as croisé à tous les jours des gens comme ça. Est-ce que tu veux parler un peu à leur nom par rapport à ça? Je vais faire du pouce aussi sur le premier podcast qu'on a fait ensemble avec Marie, sur le bénévolat, entre autres. Ouais. Sur le bénévolat qu'on fait, nous, comme famille, depuis des générations, puis dans les générations qui s'en viennent aussi. Moi, j'ai fait du bénévolat dans l'action, c'est-à-dire d'aller dans une cause puis faire des choses. Mais j'ai surtout fait du bénévolat dans la mise sur pied d'organismes communautaires. Du bénévolat, tu connais, que ce soit, on les connaît, le Club Parental Aventuria, moi, Louise et moi, on est les fondateurs avec une belle équipe. L'Île Ronde, on est aussi de Beauceville. Là, le Cultiver pour partager, la Fondation des sports et des loisirs, je te nomme que ça. Tous ces projets-là, ils ont en commun deux choses. La première, c'est qu'il y a un besoin auprès d'une personne, des gens qui sont moins bien nantis. L'autre, c'est que pour donner ce bien-là manquant, ça prend de l'argent. Tu sais, ne serait-ce que ça pour comprendre que cet argent-là, on pousse pas dans les arbres. Cultiver de partager, on ramasse des patates, des carottes, mais quand on creuse dans la terre, il ne sort pas d'argent pour payer le gaz, le tracteur, le marketing, les gens qui font les payes, etc., les employés. Fait que tous ces projets-là, je les ai réalisés comme président de campagne de financement. Puis dans certains, c'était des petites campagnes de financement, puis dans d'autres, c'était des campagnes de financement qui allaient jusqu'à 3 millions. Fait que le 3 millions, c'est pas moi qui l'ai mis. Je l'ai mis un petit peu, mais je l'ai mis avec 20 personnes, 30 personnes, 100 personnes, 150 donateurs. Ces donateurs-là, ce sont tous des gens qui sont capables de le faire, qui partagent leurs biens pour un intérêt commun. C'est tous des entrepreneurs qui font ça. Puis moi, je dois dire, là, dans les campagnes de financement que je fais, très rare les entrepreneurs ou les personnes mieux nanties que je sollicite ne donnent pas. Très, très, très rare. Puis, tu sais, on est de la Beauce, là, parlant de la famille d'Utile, quelques mots. Catherine Delompré. Les barrages, Rendez-vous à la rivière. Non moins que ces deux-là. C'est tout fait avec de l'argent des gens qui sont en entreprise. Fait que moi, les entrepreneurs que je connais, des malhonnêtes, c'est une infime partie. Des gens qui donnent pas, c'est à peu près nul. Fait que c'est ça dans l'entrepreneur pour moi. Puis ça, c'est ce que tu donnes au bien commun, mais il faut que tu fasses vivre ta propre entreprise. Il faut pas que tu fasses faillite. C'est le livre. Fait que tes employés, c'est important. Tu sais, nous, aujourd'hui, il y a du travail partout. Mais moi, quand j'ai parti en affaires, il n'y avait pas de travail. Quand j'ai fini mon université, j'étais obligé d'aller travailler sur la construction. Il n'y avait aucun emploi pour moi en finance au Québec. J'étais allé travailler en Alberta. Fait que créer du travail, moi, c'était ma motivation principale. Puis la plupart des entrepreneurs que je connais travaillent pas pour l'argent. Ils travaillent pour une cause, pour un bien, pour satisfaire un client. Fait que ça me fait plaisir de partager ça. Puis mon livre, c'est pour rendre honneur à ces personnes-là. Fait que je pense que je réponds assez bien à ta question. Oui, vraiment. Puis j'ai même envie d'insister au-delà de la générosité là, des entrepreneurs. Moi, un truc qui me faisait réaliser, en tout cas en tant qu'employé, c'est que
on comprend pas toute la pression que ces entrepreneurs-là vivent. T'sais, nous autres, on a une paye, là, que ça aille bien ou non, là. C'est ça, on n'a pas le fardeau là, de tous les gens en dessous de nous qui pourraient avoir des répercussions négatives. Puis à moins que tu te distingues, mais j'ose croire que ça doit être assez universel sur tous les entrepreneurs que tu croises, mais c'est que ça finit par t'habiter, là, tu sais. Quand même que tu travailles pas la fin de semaine, on l'a lu souvent dans ton livre, c'est de quoi qui t'habite, souvent constamment lorsque tu es dans une situation de crise. Parce que c'est toi qui prends la décision. L'entrepreneuriat, c'est un choix de vie, mais c'est quelque chose que tu as en dedans de toi aussi. Là. Moi, je rêvais d'être entrepreneur, je suis devenu entrepreneur. Tu sais, moi, je suis un entrepreneur, tu sais, économique. Tu sais, j'ai une business, mais je suis un entrepreneur communautaire, je vous l'ai dit. Hein, tout ce que je fais, c'est toujours la même chose. Hein. Il y a un client, il y a un produit, il y a un besoin, et ça prend une stratégie, ça prend de l'argent. Ça fait que tu sois dans le communautaire ou que tu sois dans l'économique, c'est la même chose. L'entrepreneur, souvent, ce que j'ai vécu dans le livre, on le voit très bien, c'est comme une pyramide. Hein. Quand tu es entrepreneur, propriétaire, tu es tout seul en haut de ta pyramide, puis en bas, ça descend. Quand ça va bien, on sent plus que tout le monde est ensemble. Mais quand ça va mal, ou quand tu vis des difficultés, tu te retrouves dans le haut de ta pyramide, mais tu es jugé comme pas bon. T'as le banquier sur le dos, par exemple. C'est pas à cause du banquier. Le banquier n'est pas sur ton dos parce que t'es pas bon. Il est sur ton dos parce que lui, il a peur de perdre sa propre argent, fait qu'il fait sa job. Fait que l'isolement qu'on vit comme entrepreneur, qui fait mettre une pression, ben, c'est tous les entrepreneurs le vivent à certaines périodes, parce que ça va pas toujours bien en affaires. Puis le livre démontre très bien comment il faut que tu t'en sortes quand tu vis ça. Puis c'est pour ça que j'ai écrit mon livre. Moi, j'ai écrit mon livre pour montrer que c'est possible, quand tout le monde est contre toi, de t'en sortir. Ça prend des critères de base là, pour réussir, mais c'est possible. C'est pour donner, je vais te parler tantôt, il faut que tu aies foi en ta cause, en ton produit, en tes employés. Il faut pas que tu lâches. Fait que le livre, c'est un mot d'encouragement pour les gens qui vivent des périodes difficiles. Puis, je me répète, c'est un texte qui permet à des gens, je pense, d'éviter de se mettre dans des situations difficiles. Dans le fond, mon livre, c'est plus mes mauvais coups que mes bons coups, hein. Tu sais, son gars, à la fin, c'est des bons coups. Non, mais tu comprends que c'est une histoire où on parle plus des erreurs qu'on a fait, mais on parle tout de comment on a réglé, hein. Ça fait que c'est ça. Ah, vraiment, je suis vraiment d'accord. J'avais juste l'élan de nous montrer tout mon respect. Moi, c'est un autre truc, en tout cas, que j'ai pas entendu dans ton discours, que ça a augmenté mon respect pour les entrepreneurs, parce qu'on dirait que ça m'a permis de réaliser tous les enjeux qu'on voit pas nécessairement, puis que ceci, on retrouve pas ces enjeux-là en tant qu'employé. Et donc, voilà, bravo là pour avoir mis en évidence que c'est tout qu'un défi que vous relevez là, puis j'ai beaucoup de respect pour ça. Et là, ça commence. J'aime beaucoup ton départ, vraiment punché. Tu me décris bien la scène, hein? C'est un party de Noël où est-ce que tu fais une séquence de plusieurs années là de profit, là, puis que ça va bien. Il y a que du beau. Tout va bien, tellement que vous offrez un cadeau de 100 000 $ à vos employés, à vos 200 employés à peu près, tout dépendant de leur année d'ancienneté. Vous leur mettez un chèque. Tout le monde est en pamoison. Ça a l'air d'être un moment magique là de gloire et de succès. Et que, à peine quelques temps après, commencent à tomber les premières tuiles. Où est-ce que tu disais tes erreurs, mais il y a quand même des trucs là qui étaient difficiles à prévoir, hein. T'as vraiment eu une séquence. À partir de là, c'est là que c'est fascinant, là. C'était tuile après tuile. On pourrait les nommer les taux de change, là, des acheteurs finalement qui font faillite, puis des banques qui te négocient ça. En tout cas, t'as une séquence de tuiles qui te tombent sur la tête. Et j'étais curieux de te poser la question. Tu sais, est-ce que tu as refait ça, de redonner un cadeau là significatif à tes montants, à tes employés lorsque tu avais une bonne séquence ou que t'attendais? J'étais curieux de voir là cette décision-là que tu avais prise avec le recul maintenant. Est-ce que tu l'as refait d'une part ou tu aurais fait différemment? Des bonus, des primes de rendement, ça existe dans les entreprises. Souvent, c'est plus les cadres supérieurs qui accèdent. Mais à cette époque-là, on a voulu faire partager nos succès avec 100% des personnes. C'était le 10e anniversaire. Et tu comprends que c'est un événement historique. C'est à ce moment-là qu'on l'a fait. J'étais obligé de t'avouer qu'avec les difficultés que j'ai connues par après, ben c'était plus difficile de partager. Hein. Même, tu as vu que
je partageais même pas avec moi-même. Ça fait que, fait que dans le fond, ça a été plus difficile. Mais on n'a pas vraiment refait un événement de la sorte. Je pense que ça aurait été comme pas adéquat dans le contexte qu'on a vécu la période de survie et de relance qui a pris beaucoup d'années. Parce que ça s'est pas aidé comme ça, hein. C'est ça un peu l'histoire. Hein. Fait que, mais je pense que l'employé qui a travaillé chez nous était content de travailler chez nous. Je l'entends encore. Mais il était respecté beaucoup par la façon que la direction était en lien avec lui. Parce que, tu sais, il y a une petite phrase de la fameuse poignée de main du président. Là. C'était ma marque de commerce, ça l'a encore. Pendant plusieurs années, je donnais la main à tous mes employés à tous les matins. Avec le temps, parce que les entreprises grossissaient, j'avais plus qu'une usine, mais j'ai toujours été dire bonjour aux gens. Puis cette reconnaissance-là, c'est vraiment ce que je pense que j'ai donné de mieux. J'ai toujours mis en évidence l'effort de chaque employé, chaque petite action. Je disais toujours que chaque petite action de mon personnel faisait le chef-d'œuvre qu'était l'entreprise. Fait que dans le fond, ils ont été très valorisés. Je pense qu'on a donné des salaires raisonnables dans les marchés, dans les années qu'on était. Puis la relation a été vraiment forte avec mon équipe. Là. Puis c'est de ça que je suis plus fier, encore plus que le bonus du 10e anniversaire, pour répondre à ta question. Fait que si je t'entends bien, au-delà de l'argent, c'est aussi l'attention, le temps de venir complimenter, considérer, puis valoriser tes employés finalement. Là, puis ça s'est ressenti à plusieurs moments. Je pense que c'était de quoi de clé, la communication envers les employés, d'être transparent aussi. Fait que j'imagine c'est cette proximité-là finalement que ça t'a continué à donner. Peut-être moins de bonus, mais... Tu sais, dans l'histoire du livre, c'est l'histoire d'une victoire d'équipe, hein. C'est pas la victoire de Jean Champagne. C'est la victoire d'équipe, effectivement, bien communiquée, où on mettait en évidence les succès. Puis, les gens étaient consultés. Fait que dans le fond, on a construit ensemble la relance. Je dirais plutôt, on a réalisé ensemble la survie, on a réalisé ensemble la relance, puis on a réalisé ensemble la continuité, la perpétuité de l'entreprise, parce que c'est une entreprise qui existe toujours et qui va bien. Fait que je pense que le mot équipe, mes reconnaissances, c'est deux mots. Puis tu as parlé de, je dirais, intégrité. Intégrité avec le personnel, être honnête envers eux. La même chose avec les partenaires, même avec les banquiers avec qui c'est plus difficile. Mm-hmm. Puis, sachant justement toute cette importance-là que tu as accordée aux employés, il y a un moment où est-ce que tu mets en évidence que tu dois licencier 22 employés, justement, suite à des mauvaises séquences. Je serais curieux de voir comment tu as vécu ça. Tu le dis assez rapidement dans le livre, mais sachant tout le cœur puis l'importance que tu donnes aux humains qui travaillent pour toi, comment ça s'est passé? Comment tu as vécu ça puis sans tout te dire le processus de qui tu choisis d'une part, là. Je serais curieux de voir comment tu l'as vécu, sachant que ça te tient à cœur, les employés. Licencier des employés, ça fait partie du travail d'un patron, hein, parce que quand tu as moins d'ouvrages, tu dois le faire. Dans les usines, les gens sont habitués, quand il y a moins de travail, on a moins d'employés dans les usines. Dans les bureaux, on les baisse un petit peu, mais pas tant. Fait que bien souvent, quand on licencie des employés, c'est parce qu'ils sont soit non performants ou on les a mal choisis. Mais quand on doit licencier des employés parce qu'il faut absolument baisser beaucoup les dépenses, puis qu'on en aurait besoin, puis que la veille, tu les as serré la main, tu leur as dit bonjour, comment ça va, c'est très difficile. C'est extrêmement difficile. C'était dans ma carrière des moments que j'ai trouvé difficiles. Mais derrière ça, on finit comme employeur à comprendre que on peut pas garder tout le monde si on veut que l'entreprise survive. Fait que dans le fond, tu licencies du personnel, mais pour protéger les emplois des autres. Mm-hmm. Fait que tu sais, on finit par se raisonner. Ça n'enlève pas l'émotivité de poser l'action. Mais excusez, on va... Téléphone. J'avais pas pensé. Fait que dans le fond, c'est ça, on peut pas, on finit par comprendre que c'est nécessaire. Mais ça a été dur pour moi de comprendre ça. Mais je l'ai compris. Puis, dans le fond, l'entreprise qui avait 200 employés
est devenue beaucoup plus grande après ça. Hein. Le porte patio Résivac qui est devenu porte patio Novatec est maintenant le plus grand producteur de porte patio en Amérique du Nord. Fait que c'est une belle histoire. Fait que dans le fond, on a eu une croissance vertigineuse, exponentielle, une descente exponentielle. On a frappé un plancher. Puis après ça, on a reparti tranquillement, de façon plus raisonnable. Parce que l'un des grands éléments qu'on voit dans l'histoire de ces gars, c'est qu'on a vécu une crise de croissance. Tu dis oui, on a pas super avec des mauvaises erreurs. J'explique très bien les conditions externes qui ont provoqué la chute, hein, le taux de change, par exemple. Mes 2 plus gros clients ont fait faillite. Ça s'est passé dans l'espace de 6 mois. Fait que dans l'espace de 6 mois, j'ai perdu 40% de mon chiffre d'affaires. Fait que ça allait pas bien. Tu sais, c'est sûr que c'est pas tout à cause de moi. Mais on n'était pas assez fort comme organisation. C'est ça que je parle des causes internes. On avait une croissance trop grande. On n'avait pas fait, notre assise n'était pas assez grande. C'est comme un château, c'est comme une pyramide qui s'est inversée. Fait qu'elle est devenue faible. Puis dans cette période-là où est-ce que ça descendait, il y a une séquence qui m'a beaucoup frappé, moi, qui est fragment imaginaire, j'ai envie de te citer. Au milieu de la forêt, je marchais sans relâche, assailli par ma situation insoutenable. Plus les chiffres se bousculaient dans ma tête, plus je basculais dans les affres de la tourmente. Je portais le poids de plus de 200 emplois à préserver et la terreur de l'échec me prenait à la gorge. Je sentais mon aplomb et ma créativité s'amincir comme peau de chagrin. Accablé par la honte, j'avais préféré taire mes inquiétudes à mes proches. Louise et les enfants ne savaient pratiquement rien du merdier dans lequel nous étions fourrés. Il était hors de question de les soumettre à ce stress infernal. Quant à moi, mes amis, j'étais trop orgueilleux pour leur en souffler un mot. Ouf! Je trouve que ces mots-là représentent bien là quand je dis le respect, je suis comme oh là là, tu sais, moi j'ai pas vécu ça en tant que prof de maths, tu sais. Puis je trouvais ça touchant dans le sens que sûrement que t'es pas le seul de garder ça pour soi là. Quand on s'isolait, même ta femme, tes enfants, tes bons amis, t'osais pas aller là. Je sais que t'as cheminé là, mais dans cette descente là, je pense que plusieurs ont dû se retrouver là-dedans. C'est pas pour rien que tu touches les gens parce que ça a l'air infernal justement comme situation. Ben c'est ça, tu le comprends bien. C'est que quand tu vis le succès par-dessus le succès, hein, t'es comme un héros. Hein, il y a un titre de chapitre qui est de héros à zéro. C'est dans ce chapitre-là que tu lis ça. Fait que tu passes d'un héros qui réussit bien, que tout le monde dit il est bon, quelle belle entreprise, ils sont grossissent, ils créent des emplois, quel succès, tu fais. Puis là, à un moment donné, boum, 3 gros événements. Hein, tu sais, les 2 clients qui font faillite et le taux de change inverse cette croissance-là vers la décroissance. Puis là, à un moment donné, ça va tellement vite, c'est une chute vertigineuse. Puis là, t'encaisses ça, puis tu cherches comme des excuses. Cette période-là, qui a duré un certain temps, je suis rentré dans une caverne. Une caverne profonde. Je savais plus à qui parler, je savais pas. Je disais pas, parce que je me disais, ça va se régler, ça va arrêter, ça va se régler. Mais j'ai été un bout de temps vraiment isolé, plus que jamais. Mais à un moment donné, j'ai ouvert mon livre, pas tout le monde, hein. J'ai rencontré quelqu'un cette semaine, un employé de cette époque-là, qui a lu mon livre. Mais il dit, on s'est pas aperçu de ça. C'est important parce qu'il faut pas que tu démotives ton équipe. Il faut que tu dises des choses, faut que tu... Le début de la crise a été beaucoup dans l'isolement. Après ça, j'ai ouvert plus mon jeu. Louise est devenue très informée de ce que je vivais. Pas au moment que je le vivais, hein, c'est la caverne, hein, on entend souvent ça, les hommes et les femmes. C'est assez différent. Mais à un moment donné, il faut que je le crunch un petit peu pour en parler. Puis moi, ça a été ma plus grande alliée parce que je disais comment ça allait évoluer. Puis elle a fait partie beaucoup de la survie, puis de la relance, puis de la perpétuité de l'entreprise. Mais la chute a été très, très violente. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, c'est un peu comme quand on plonge dans une piscine. Quand on touche le fond, on peut se donner une petite quille. Mais en descendant, c'était ça. Fait que tu le nommes bien. Puis cet isolement-là, je t'ai parlé de témoignages, beaucoup d'entrepreneurs m'ont dit, beaucoup m'ont dit, ça ressemble donc bien à mon histoire. Il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est l'histoire de mon père que je comprenais pas quand j'étais adolescent. Ça m'a touché. Puis ça, c'est probablement une des raisons pour laquelle j'ai écrit le livre, c'est que
Je me souviens qu'après une conférence, il y a une dame qui est arrivée, que j'avais donnée en pleurant, me disant, on va mettre ça dans un contexte de famille, c'est une grosse famille, elle dit, je comprenais pas ce que mon père vivait dans le temps. Puis j'étais une adolescente, puis je donnais tellement de troubles, ça me touche tellement d'avoir fait vivre ça à mon père à une période où il était dans la situation que t'étais. Fait tu sais, l'entrepreneur, il va vivre l'isolement par rapport à son image, l'orgueil rentre en jeu, la vanité, qu'est-ce que je vais dire, Puis moi, dans mon livre, on le voit très clairement, gagner, c'est important, mais ne pas perdre, c'est encore plus important. Je voulais pas perdre. Tu sais, je voulais pas faire faillite. Je voulais pas subir ça. Je me disais, je serais pas capable d'assumer. Mais ça s'assume, les gens le vivent. Mais c'était ça que je vivais. Fait tu sais, mon livre, c'est très émouvant, hein. Tu sais, les gens, ils rentrent, ça les rend. Puis c'est cette situation d'affaires-là que j'ai vécue, comment je l'ai vécue, comment je me suis outillé, mais ça se vit pas seulement en affaires. C'est une réalité de vie. Puis moi, je te l'ai dit, je suis extrêmement conquis par les gens qui me lisent, puis que c'est pas des gens d'affaires. Puis qui me disent, mais, quel courage. Puis je dis pas ça pour dire que je suis femme, mais quel courage ça prend, mais faut que tu y crois. Puis ça me touche, puis ça ressemble à quelque chose que j'ai vécu dans ma vie aussi. Fait que dans le fond, il y a la résilience, il y a l'effort, il y a le travail d'équipe, il y a la créativité, il y a la persévérance. Fait que ça, c'est pas seulement en affaires que ça prend ça. Fait que moi, je pense que quelqu'un qui vit une période un peu difficile, il peut lire ça, puis il va dire, hey, attends un peu, là, faut que je me relève les épaules, là. Clairement. J'ai envie de te rapporter à un moment aussi très important dans ton histoire, où est-ce qu'à un moment donné, tu as racheté les parts d'Éric, ton partenaire là, d'affaires depuis le début là, de ton aventure. Puis un truc qui me fascinait d'une part, c'est de voir que ça a l'air d'être la norme, hein, où est-ce que c'est rare qu'il y a deux boss pendant longtemps, où est-ce qu'il finalement il y a souvent au final un boss lors d'une entreprise. Ça me semble être la voie normale. J'étais étonné, j'avoue que je cherchais peut-être des entreprises où il y avait deux patrons, puis ça a l'air de pas courir les rues, fait que ça a l'air d'être un chemin assez classique en entrepreneuriat. Ben moi c'est je croyais puis à la coprésidence. Je croyais à ça, c'était fondamental pour moi. On avait des talents complémentaires. Devenant, ça a été notre force. Moi et Eric, on a construit un chef-d'œuvre ensemble. Faut pas. Fait que c'est sûr que quand ça va bien, ça se passe bien. Quand ça va mal, si tu as des opinions un peu divergentes de comment t'en sortir, là, c'est plus difficile d'être deux. Puis les externes qui nous ont conseillé dans cette période-là ne croyaient pas du tout à la coprésidence. Puis j'ai été obligé de me rallier à eux parce qu'à un moment donné, tu remets encore une fois de l'argent, tu remets ta maison, tu mets tout. Fait que c'est difficile de le faire à deux, selon moi. C'est mieux de le faire seul. Dans mon cas, c'était mieux ça. Mais Eric avait investi dans d'autres entreprises. Lui était diversifié, moi je ne l'étais pas. Fait qu'on a trouvé chacun notre petit bonheur d'être dans nos entreprises respectives. Puis on a gardé quand même un bon lien à travers cette crise-là. Puis c'était ce qui devait nous arriver toutes les deux. Mais on avait un vieil avocat, puis c'est écrit dans le livre, qui dit je savais qu'un jour ça arriverait là. Hein, c'est un peu à ça que tu fais référence. Et tu sais, moi je suis coopératif, hein. Moi j'aime la gestion collégiale, mais je suis obligé d'avouer que même dans le communautaire, un jour, ça prend le président. Ça prend quelqu'un qui va faire un petit peu plus que les autres, qui va être prêt à se consacrer, qui va créer un leadership, qui va être la locomotive en avant pour l'organisation. Pour se sortir du pétrin, il a fallu que je prenne 100% d'entreprise. Puis ça l'a prouvé que c'était ça. Mais je crois beaucoup aux gens qui parlent des entreprises qui s'associent ensemble. Mais je pense que ce qu'on doit retenir de ça, tu peux avoir des associés, mais il faut que ça soit clairement déterminé qu'il y a seulement un patron. Je pense que c'est le chemin. Fait qu'on aurait pu, dès le départ, décider que c'était un des deux qui était le patron. Probablement que ça aurait été mieux. Mais moi, j'avais le tempérament de patron, puis Eric aussi. Fait qu'on a fait un mois ensemble, puis après ça, on avait chacun nos propres entreprises. Ah, ok. C'est bon. Tu réponds bien à mon interrogation. Puis il y a un endroit que je voulais t'amener, là.
en fais souvent référence dans ton livre. J'ai envie là j'ai envie de te citer encore quand tu vas l'avoir. T'étais justement dans ce brouhaha-là de dire est-ce que je rachète les parts, est-ce que Eric rachète mes parts, qu'est-ce que je fais? C'était une grosse décision, somme toute, qui te faisait beaucoup réfléchir. Et tu dis la chose suivante. Je m'extirpe de ma chaise et je vais fermer la porte de mon bureau. J'ai besoin d'être seul quelques instants pour mettre de l'ordre dans mes pensées. Pour me calmer, je décide de faire une petite prière. Je ferme les yeux et je murmure quelques mots destinés au Tout-Puissant. L'effet est immédiat. Une onde de soulagement déferle en moi et fait naître une réflexion dans ma tête. Tu voulais rester dans Résivaire et diriger l'entreprise. Tu crois en ton plan. Maintenant, mets-le en place et réussis. Tu fais référence à plusieurs moments à la spiritualité, mais je pense que c'est la séquence que tu nous parles plus explicitement, ou sinon tu en fais référence, mais tu l'as jamais approfondi. Puis j'étais curieux de creuser ça avec toi. Tu parles même là de spiritualité, d'affaires financières. Ça m'intriguait là de croiser spiritualité et monde des affaires. J'aimerais ça t'entendre si tu veux bien me partager un peu ta vision que tu en as de ça. Ben, c'est sûr que moi, je suis reconnu comme une personne pour qui la spiritualité est fondamentale. C'est ma priorité numéro 1. Je le dis, je le partage. Les gens le savent. Hein, je suis tout à fait à l'aise dans ça. Et puis, tout au long du livre, tu t'aperçois qu'on dit, ben Louise, il y a des gens qui prient pour Jean. Tu sais, tu envoies toujours des petites bribes. Évidemment, mon but, c'était pas d'écrire un livre sur la spiritualité, mais par contre, on voit que la trame de fond est là, que ce soit à l'introduction ou à la conclusion. Moi, j'ai eu besoin de croire en plus grand que moi pour passer au travers de cette épreuve-là. Puis, ce plus grand que moi, ben, j'ai toujours eu des conseillers ou des guides avec qui j'ai pu en parler. Fait que dans le fond, dans mon cheminement, tu peux avoir une analyse financière, tu peux avoir des émotions, mais à un moment donné, il y a quelque chose de plus grand que nous dans la vie. Puis moi, c'est ce qui guide ma vie. Donc, comment je veux que ça se passe, ou vers où je veux aller, tantôt on arrivera à la conclusion du livre, ben, dans mes réflexions, il y a le volet spirituel. Dans le fond, c'est quand même particulier, dans mon livre, je le dis, mais c'est peut-être un punch, là. Moi, à un moment donné, j'ai eu à décider si je vendais l'entreprise plus loin. À cette époque-là, j'ai pris le temps de rencontrer mon guide spirituel, de prier ça, puis d'avancer pour identifier des éléments fondamentaux. Pour poser mon action, j'ai donc fait une analyse d'affaires, des chiffres, mais spirituel, ou personnel, ou cheminement personnel. Tu appelles-le comme tu veux. J'ai été me chercher des outils, j'ai identifié comment, moi, à la fin de ma vie, je voudrais être reconnu. Hein, on est loin, là. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce que je veux que le monde m'identifie à? Comment je veux être comme employeur? Comment je veux que ça finisse, hein, parce qu'il y a une fin. Tu m'as dit, t'es avant ton entreprise où il se passe quelque chose. Là. Puis, combien que ça, puis là, on va mettre ça en finance, l'autre partie, combien je veux avoir. Fait que tous ces éléments-là, je les avais listés sur un one-pager. On parle souvent d'un one-pager. J'avais marqué toutes des réponses à ça. Puis, ça m'a aidé à prendre une décision, mais à savoir vers où je voulais aller. Quand j'ai écrit mon livre, je me rappelais pas d'avoir fait ça. J'ai tombé sur la feuille. 12 ans après avoir écrit ma feuille, ce qu'il y avait décrit sur ma feuille, c'est 100% où j'étais rendu. Fait que tu comprends que j'ai fait une petite prière, puis ça m'a inspiré, ben c'est ça que ça veut dire. Mais je le fais quand même. Moi, je suis une personne dans ma spiritualité, aide-toi, le ciel t'aidera. Tu sais, moi, je suis pas du style à prier, ben, je pourrais-tu gagner 1 million à la loto? Hein, parce que c'est des miracles. Je pense que ça existe, des miracles. Mais je demande pas de miracles, moi, dans ma spiritualité. Je demande des éclaircissements pour identifier les objectifs puis les moyens. Fait que tout le long de ma vie, puis j'ai une autre affaire, je pourrais dire que j'ai pas écrite, là, parce que tu m'amènes dans des zones. Là, à un moment donné, j'ai donné une conférence spirituelle en lien avec le monde des affaires. Puis j'avais écrit une courbe, j'avais fait une courbe particulière. C'était l'augmentation de mes ventes
ou les variations de mes ventes, parce qu'ils ont monté, ils ont baissé, puis l'augmentation de ma foi. J'avais découvert que mes courbes étaient inversées. Plus ça allait, plus je vivais difficulté, plus ma foi elle a grandi, plus j'ai été obligé de m'abandonner. Fait que c'est particulier qu'on s'emmène dans cette zone-là. Fait que tu comprends que moi, c'est une trame de fond de mon livre, mais c'est parce que c'est une trame de fond de ma vie. Fait que c'est ça que la petite prière voulait dire. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que justement sans cette spiritualité-là, tu n'aurais pas pu traverser tout ce que tu as traversé là? Ben, moi je pense que si on croit pas en plus grand que nous, dans les épreuves, on peut pas les traverser, ne serait-ce de la même façon, mais réussir. Ça, j'en suis convaincu. Tu sais, à un moment donné, tu t'aperçois en vieillissant, puis là, je le sens encore plus maintenant, là, que si tu te fies que sur toi-même, là, tu n'y arriveras pas. Ben, tu n'arriveras pas, mais tu vas arriver à quelque part. C'est même l'affaire. Si tu te fies que sur toi-même dans une organisation sans ton personnel, tu peux pas arriver à la même place. Tu sais, on travaille dans les champs. Si je serais tout seul dans les champs que tu sais partager, c'est pas comme quand il y a 22 bénévoles avec moi. Puis à un moment donné, ça c'est la partie de l'équipe, puis c'est la partie de croire en plus grand que soi. Ben je donne le même résultat. T'es tout seul, tu y arrives pas de la même façon. Puis sans plus grand que toi, tu y arrives pas de la même façon. Je suis obligé de te dire que oui, c'est ce que je pense. Ben c'est ce que je ressentais, mais je voulais confirmer. Puis je trouve ça aussi fascinant, tu sais, dans la petite séquence que j'ai nommée là. Tu sais, en fin de compte, après ça, tu sais, nomme ça de la façon que tu veux, la spiritualité, hein, je pense qu'il y a plein de façons de décliner ça, tu sais, Dieu, c'est plus grand que soi, il y a vraiment plusieurs mots, puis c'est dur de mettre en mots ce truc-là invisible que personne ne voit, tu sais. Mais de voir que dans une tempête, dans un moment difficile, de prendre un temps de recul, de t'arrêter, puis de faire une prière, tu sais, faire une prière, encore une fois, c'est de revenir un peu à soi, j'ai envie de dire, de calmer un peu son esprit, puis aussi peut-être de donner une intention, lâcher prise, de demander de l'aide, de l'invisible, je ne sais trop, puis de voir que tu reçois un effet immédiat. Il y a de quoi de quand même magique là-dedans, puis j'imagine que c'est pas, ça arrive pas du premier coup. J'imagine qu'il y a un certain entraînement derrière ça, ou est-ce que tu as eu l'habitude de faire ça, puis que justement ça te doit faire du bien de faire ce recul-là. Est-ce que je pense qu'il y a une question de maturité aussi dans ça. Moi, je crois à l'Esprit Saint, mais il peut être nommé différemment, parce que moi, c'est le mot qu'on utilise dans la spiritualité à moi. Mais moi, je pense que l'Esprit Saint, il est toujours là, sauf qu'on ne l'écoute pas. Ça prend du temps avant de l'écouter. Je vais te donner... c'est comme l'abandon, tu sais, j'ai appris ça avec les années, là. Moi, c'est comme si moi, je me dis, je m'abandonne à plus grande mode à l'époque. Puis je dis, ben, c'est correct, conduis l'auto. Mais, je vais dire quand arrêter et virer. Fait que tu comprends, c'est un abandon qui n'est pas un abandon. L'abandon, c'est extrêmement dur à faire. Mais dans l'entreprise, dans mes étapes de cheminement, dans mes difficultés, à un moment donné, j'ai été obligé de dire, OK, je m'abandonne, je vais faire de mon mieux. Amène-moi ce que tu veux. Puis finalement, c'est là que ça a changé. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas. Puis plus tu te bagarres, on voit ça des gens, l'épuisement vient probablement de là aussi. Plus tu veux le faire par toi-même, puis plus tu te bagarres, tu peux devenir tellement épuisé, puis là tu tombes dans la maladie. À un moment donné, tu te dis, ben, je vais faire de mon mieux. C'est une phrase aussi, mais les parents, ça nous dit ça, hein. T'as pas gagné, mais t'as fait de ton mieux. Ça a beaucoup plus de profondeur qu'on peut le penser. Fait qu'on a touché une partie pas totalement écrite du livre. Ah ouais. Mais c'est clair que c'est une trame de fond, puis c'est ça. C'est clair que ça a une grande importance, mais je suis aussi curieux. Est-ce que tu penses que la plupart des entrepreneurs ont un côté spirituel fort pour justement être capable de traverser ces épreuves-là que la majorité vivent? Puis si non, c'est quoi leur aide, eux? Ben moi, je pense que la majorité des gens, entrepreneurs ou pas, ont une spiritualité.
La spiritualité, c'est pas d'aller à la messe le dimanche à 10h15, à 10h30, mettons. Tu sais, ça a changé beaucoup, ça. Mais que les gens croient en plus grand qu'eux, la majeure partie des gens, je pense que Statistique Canada, le disent qu'ils croient en plus grand qu'eux. Puis je pense que l'être humain a besoin de ça. Des gens vraiment athées, j'entends qu'il y en a pas tant que ça finalement, hein. Mais c'est les structures d'hommes qui ont été rejetées. C'est pas nécessairement la présence de tout grand, puis la continuité de la vie même à l'extrême. Fait que moi, je suis pas compétent dans ça. Tu comprends bien que je te partage. C'est très personnel ce que je dis. Ouais. Peut-être que certains, ça va les choquer. Mais moi, ce que je vois, c'est que les entrepreneurs, pour répondre à ta question, puis repartir de la première du début, les entrepreneurs ont des bonnes valeurs. Ils font des choses pas pour faire uniquement de l'argent. Ils font les choses pour satisfaire un client. Ils font les choses pour que les employés soient contents. Ils font les choses pour partager leur richesse. Fait que ça, c'est, tu sais, dans le fond, là, on a parlé de respect, de charité. Ben, c'est une forme de spiritualité. Tu sais, est-ce que la personne pratique hebdomadairement? C'est pas ça. Mais si les valeurs sont là. J'ai lu un livre très intéressant sur l'histoire de l'humanité, écrit par une personne qui se dit athée, qui est vraiment intéressant. Puis quand il arrive à la période de Jésus-Christ, pour lui, Jésus-Christ, c'est pas Dieu, mais le personnage a été un game changer dans l'histoire de l'humanité. C'est le premier dans l'histoire où tu vois qu'il respecte la femme. Il parle de charité, il parle de bien commun. Fait que le game changer est là. Fait que moi, dans le livre, la personne nommait que pour lui, il y avait peut-être plus de chrétiens que jamais sur la Terre, parce que les jeunes respectent plus les différences. Les jeunes respectent plus la création qui est l'environnement. Moi, c'est ce que je trouve. Je trouve les jeunes beaux. Je trouve qu'ils sont capables. Je suis pas mal sûr que les jeunes ils sont moins médisants qu'avant, que les bonhommes ou les bonnes femmes du temps. Parce que ils ont une forme de liberté. Fait que ça aussi, c'est une forme de spiritualité. Fait que, moi, je trouve que, pour répondre à ta question, je pense que quand je fais une campagne de financement pour un organisme qui s'appelle Cultiver Partager, qu'on cultive et qu'on donne des légumes, puis que ces légumes-là sont pour des gens qui en ont moins, puis que c'est pour le bien commun, puis que 98% des gens que j'ai appelés m'ont dit oui, ben pour moi, c'est des gens qui ont une spiritualité. J'ai le goût d'être d'accord avec toi. Je pense que tous ont une partie de spiritualité. Je comprends aussi qu'on a été peut-être un peu échaudé par la religion, encore une fois spécialement au Québec, mais tu sais, la religion n'est pas la spiritualité, il y a plein de déclinaisons. Puis c'est ce qui est invisible, c'est qu'on a la misère à mettre des mots, c'est ce qui nous dépasse un peu, mais j'aime croire que tout le monde a ça en soi. Je pense que j'ai le goût d'être d'accord du fait aussi que, tu sais, quand t'es rendu à aider les autres, tu sais, quand t'es rendu justement là à penser à tes employés, quand t'es rendu à penser à des organismes, ben je pense que c'est une incarnation de la spiritualité dans le fond concrète, là, puis quelle belle façon au-delà des mots puis de qui a raison, mais si on regarde juste les actions quand t'es rendu là, ben t'as clairement une spiritualité qui t'anime, parce qu'à quelque part c'est drôle d'aider les autres avant soi-même, mais en même temps on l'a bien jasé la dernière fois, il y a de quoi de magique qui se passe un dans l'autre, parce que finalement ça t'aide toi aussi, puis il y a une sorte de cercle vertueux qui peut s'installer. Puis là on l'a vu du côté spirituel, cette réalité-là, mais on peut le voir du côté psychologique. T'sais, on revient tout le temps à la fameuse pyramide de Maslow. La pointe de la pyramide, c'est l'actualisation, c'est le don de soi. Puis les petites phrases de nos parents, encore, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Tu comprends qu'on vironne toujours dans la même. Tu sais, si on n'a pas de hier, puis qu'on se limite pas, puis qu'on regarde ça dans l'ensemble, ben écoute, je trouve que quelque part, mon objectif d'écrire dans le livre que l'entrepreneur est généreux, ne pense pas qu'à lui, ben c'est ça. Revenons au livre, c'était une belle parenthèse. Merci Jean d'avoir accepté d'avoir été là. On est rendu presque à la fin là, des dernières tuiles.
C'est sur le bord de bien aller finalement après un 10 ans de up and down. Beaucoup plus de down en fait, c'est des solutions aux down qui arrivaient. Puis il y a un moment qui m'a particulièrement touché finalement, où est-ce que tu fais souvent référence à Charles, qui est un de tes employés, de tes directeurs, qui a été vraiment très très présent, puis qui a été un allié d'exception de ce que j'ai compris. Puis à la fin de cette mauvaise séquence-là, ben il démissionne. En nommant finalement que ça a été trop pour lui, là, ça a été vraiment un gros rush, puis je pense qu'il t'a beaucoup appuyé, puis qu'il est parti, puis que t'en parles très peu, mais il me semblait que ça a dû être un dur moment, à mon impression, parce que là, quand tu parlais de licencier, ça fait partie de la job, puis tout ça, mais là, c'est comme autre chose, c'est lui qui donne sa démission, puis du fait qu'il a comme pas respecté ses limites. Est-ce que tu as eu des regrets en disant comme j'aurais pu ressentir ça, moi y en demander? J'étais curieux de voir ton état d'âme face à ce moment-là qui me semblait un moment dur pour toi, bien que tu en as parlé rapidement. Le départ de Charles et de Roger, par exemple, parce qu'il y a Roger aussi qui a parti. Et à un moment donné, tu es obligé d'accepter que tes chemins ou les chemins des autres peuvent ne plus être les mêmes. Tu comprends ça? Parce qu'il faut comprendre qu'à la fin de cette aventure-là, tous les gens du départ, il n'en restait aucun. Il ne restait que moi. Éric a parti, Yvan a parti, Pierre a parti, Roger a parti, Charles a parti. C'était leur bout de chemin. On s'est tous épuisés à réussir cela. Quand j'ai lancé mon livre, ces gens-là étaient tous au lancement de mon livre. En tout cas, Roger et Charles, entre autres, dans les anciens. Mais c'était leur voix à eux aussi. Puis, à un moment donné, tu comprends que moi, c'était mon capital, c'était ma maison, c'était mon entreprise. J'aurais pu partir moi aussi. À un moment donné, c'est pour ça que je l'avais fait. Eux, dans le fond, ils avaient fait une étape de leur vie. Les gens que je t'ai nommés, pour tous, sauf un, ont parti leur propre entreprise après avoir quitté l'entreprise. Fait qu'ils ont sûrement vu dans ce chemin-là, un chemin qui était pour l'art. Ils ont sûrement vu en me voyant, en me côtoyant, que c'était intéressant d'être un entrepreneur. Et c'est quand même spécial, hein. Les personnes que tu as nommées, ils ont tout eu leur propre business. Sauf eux. Intéressant. Fait que dans le fond, c'est intéressant, ça fait que c'était à leur chemin. Ils ont appris beaucoup, sinon ça. Moi, je dis souvent, je vais avoir l'air prétentieux, mais je suis pas prétentieux, en tout cas, c'est pas ce que les gens disent de moi, mais quand je suis en relation avec une personne au travail, j'essaie de lui donner des opportunités pour grandir. Puis les gens qui m'ont quitté m'ont dit merci de m'avoir permis d'être un directeur. Merci, maintenant, je suis vice-président d'entreprise. Merci, maintenant, j'ai mon entreprise. Moi, j'ai travaillé avec les gens, puis je lui ai donné la chance de grandir. Fait que c'était leur chemin d'aller ailleurs. Puis mon chemin, c'était d'aller... Puis moi, j'ai reconstruit une autre équipe aussi formidable, hein, parce que je rends éloge aux deux équipes. Hein. L'équipe avec laquelle on a survécu, l'équipe de la relance, puis l'équipe de la continuité, hein, la pérennité, comme on dit. Hein. Fait que... C'était leur chemin, puis le mien, il était différent. Ah, je suis content d'avoir entendu ces nuances-là. Et j'arrive finalement à une période qui va bien. Je trouvais ça drôle d'ailleurs, où est-ce que en quelques pages, tu passes 10 ans, où est-ce que ça a bien été, alors que l'autre portion du livre, les autres 10 années, là, ça a été plein de pages, plein de rebondissements. Puis j'avais une interprétation, dis-moi si je ne me trompe. Je lisais aussi dans tes remerciements que dans les 10 dernières années, Louise était ton adjointe. Puis là, je voyais que dans les 10 dernières années, tout a bien été. Il n'y a pas eu de tuile. Est-ce qu'il y a une corrélation à faire entre les deux quand Louise a été officiellement ton adjointe, tout a bien été, ou c'est moi qui fais des liens tordus? Ben moi, je vais te dire que Louise a été mon adjointe durant toutes les deux périodes. Parce que tu comprends bien que Louise, elle a créé un havre de paix pour moi à la maison, s'occuper des 4 enfants, me ramasser souvent à la cuillère, me permettre de bien manger, me permettre d'être en équilibre, me permettre de prier avec elle, de prendre des belles vacances. Fait que Louise, elle a été l'encre de toute cette histoire-là. Parce que le fil conducteur de ma carrière, qu'il soit professionnel ou de communautaire,
c'est Louise. Parce que moi, j'ai tout fait avec Louise. Fait que sans Louise à la maison, je passais pas au travail. C'est sûr. Parce que j'aurais eu trop d'autres préoccupations. Puis, quand l'épreuve a été finie, les enfants avaient vieilli, Louise, c'était son métier d'être adjointe de direction. Fait qu'elle elle est revenue dans l'entreprise. Fait que, dans le fond, elle a continué. Mais je pourrais lui dire qu'elle fait partie du succès de l'entreprise, c'est sûr et certain. Puis là, c'est le fun, c'est toi qui l'a dit. Fait qu'elle va être contente de l'entendre parce que faut qu'elle en prenne le mérite. Mais je pense que le livre met beaucoup en évidence Ah ben oui, la tu le chance. dis à plusieurs reprises. Plusieurs reprises. Puis, tu sais, de toute façon, quand je t'ai dit, moi, je suis pas fait tout seul. Quand je t'ai nommé tantôt Louise, les employés, la spiritualité, les enfants, c'est tout ça qui est le chef-d'œuvre de l'aventure. Clairement, hein, c'est ça là. Il y a bien des choses que j'ai pas nommées, hein, mais c'est clair que t'as mis beaucoup d'emphase sur les gens qui t'entouraient. T'as reçu beaucoup d'aide, tu l'as nommé aujourd'hui, mais c'est vrai que moi j'ai pas nommé. Hein. J'ai beaucoup aimé toutes les phases de communication, justement, que tu voulais être transparent envers tout le monde, mis à part la petite séquence où est-ce que tu étais dans ta grotte, mais rapidement tu t'es sorti de ça, puis t'as créé des situations pour te faire challenger. Je trouvais ça intéressant. Des fois, t'allais chercher là des experts externes pour t'apporter de nouveaux moulins qui viennent te critiquer pour te faire une vision globale. J'ai bien aimé aussi là ton arbre de décision pour justement essayer d'avoir une vision large. Si ça marche, j'y vais. Sinon ça, sinon ça, sinon ça. Puis je pense que ça a été de quoi de fort pour toi quand tu présentais les documents à la banque. Sûrement qu'ils sentaient que tu avais déjà réfléchi, puis tu as déjà plusieurs options. C'était fascinant de voir toute ta planification, toute ta communication, puis tous les gens qui t'entourent. Puis il a fallu que je vienne juste à ton lancement là, à l'école d'entrepreneurship de Beauce pour voir que la salle était bondée. C'est beau de voir tous les gens qui t'entourent, Jean. Puis tu as fait un bel hommage à travers ton livre là-dedans. Bravo encore. Mais merci. Puis je voudrais terminer avec la conclusion. Il y a des trucs qui ont attiré mon attention à la conclusion. En fait, il y a même une phrase que tu as mis en gras. Il y a juste une phrase que tu as mis en gras, puis j'ai envie de la lire. Voici maintenant la grande prémisse qui règle ma vie. Il faut savoir où on veut aller pour être capable de s'y rendre. Je trouve ça intéressant d'une part, c'est ça, là, tu l'as mis en gras. Puis, sachant que tu as écrit ces mots-là il y a pas si longtemps, ou est-ce que tu l'as écrit quand même à un certain âge, de dire, voici maintenant ma grande prémisse, alors que j'avais l'impression que c'est quelque chose que tu faisais quand même, là, de te projeter, finalement, de donner un objectif, une cible, mais tu prends quand même le temps de dire, voici maintenant, que c'est comme si c'était nouveau. Ben, dans le fond, c'est la prise de conscience de cette prémisse-là qui est nouvelle. Dans le fond, tu sais, on a des talents, hein, on est avec des talents, hein. Chaque personne a des talents, pas les mêmes, mais un talent que moi j'ai eu, c'était de me projeter dans le temps. C'est-à-dire de dire je vais arriver là. Mais ça a pris des années avant que je comprenne que c'est comme ça que je guidais ma vie. Puis la suite de cette phase-là, c'est de dire j'ai jamais été en ligne droite. Hein? Tu comprends que c'est la suite, j'ai jamais été en ligne droite. Fait que dans le fond, c'est très clair dans ma tête qu'il faut se projeter dans le temps, se donner une vision. Puis j'utilise beaucoup ça aux gens qui me contactent, aux plus jeunes même. Je dis bon, tu veux aller où et quand? Des fois, une personne que je côtoie présentement, l'horizon est très court parce qu'elle vit une grande crise. Fait que on a pas mal choisi un horizon, puis pas mal choisi un objectif. C'est pas moi qui ai choisi, mais je l'ai provoqué. Fait que là, dans le fond, quand tu sais où tu t'en vas, toutes tes petites décisions, tu vas les prendre en conséquence. Fait que je trouve la conclusion vraiment intéressante, puis c'est un charisme. Puis je l'ai dans tout ce que je fais, hein, finalement, dans les organismes communautaires, etc. On dirait que je suis capable de voir le final, je suis capable de voir l'œuvre à construire. Fait qu'à un moment donné, je prends toutes des décisions en fonction de ce que je vois, mais si tu sais pas, c'est difficile de prendre tes décisions, tu vas toujours tergiverser. Fait que si je t'entends bien, tu le faisais déjà un peu intuitivement, mais au fil des années, là, ça l'a juste mis en évidence à quel point que c'est important, puis que maintenant, t'en as comme plus conscience, puis tu vises encore plus de clarifier ta vision, court, moyen et long terme. C'est ça. Mais puis je pense que ça, c'est un conseil qui est pas juste bon en entrepreneuriat. Je pense que toutes les personnes dans leur vie personnelle auraient avantage à faire ça. Parce que finalement, si tu vises rien, ben tu
tu vagabondes un peu avec ce qui arrive spontanément. Ce qui est correct aussi, mais en même temps, si t'as l'élan d'avoir une direction, ben, t'as pas le choix t'as besoin d'objectifs, t'as besoin de mettre ça sur papier. Ça me semble incontournable. Ton dernier mot de la fin, j'aime beaucoup ce que tu dis. Mon but reste le même. Actualiser mes habilités par la contribution concrète, bénéfique pour les gens, pour ma famille et pour moi-même. J'ai l'espoir qu'encore plus d'entrepreneurs dans un avenir proche partageront avec moi cet objectif. Est-ce que tu trouves que ce vœu-là Écoute, est-ce que tu vois ça depuis le... Concrétiser, c'était à 100%. Tu sais, moi, j'ai choisi, parce que je pourrais encore travailler, rémunéré, mais j'ai choisi en visualisant mon objectif. Parce que je t'ai dit comment je veux être reconnu puis comment je veux que ça finisse. Je voulais pas faire que des portes patios jusqu'à 90 ans. Je me suis dit, qu'est-ce qui me reste à faire, tu sais, dans le fond? Puis là, qu'est-ce qui me reste à faire à moi? C'est d'utiliser mes talents pour les autres. En ne m'oubliant pas, ce qui est assez difficile parce que je suis un peu exagéré dans mon travail. Mais maintenant, je ne fais que du communautaire. À temps plein, je travaille autant d'heures qu'avant. C'est pas la même pression, mais pas du tout. Mais j'actualise mon talent pour les autres. Puis je suis vraiment content. J'ai bien réussi financièrement. J'utilise mes ressources. Puis je vais peut-être dire une phrase en terminant. Beaucoup de donateurs qui donnent aux organismes que je mets sur pied avec mes équipes me disent, c'est le fun de te donner à toi parce qu'on sait que ça va être bien géré. Et dans le fond, c'est la conclusion aussi du livre. Tu sais, dans le fond, puis les entrepreneurs, il y en a qui disent, moi, je suis pas capable de gérer puis de donner. C'est pas, mais si je te le donne, tu vas bien le faire. Fait que dans le fond, je suis comme une plateforme pour des gens pour actualiser leurs objectifs philanthropiques. C'est bien cool. Génial, parce que c'est ça, ta dernière page, elle m'a touché droit au cœur. Hein. Tu connais mon amour pour ton organisme Cultive pour partager. Ça m'a fait beaucoup de plaisir de voir que ta dernière page, c'est une invitation que tu fais à tous ceux qui t'ont lu. Parce que bien sûr que tu as mis en avant les enjeux des entrepreneurs, les moments difficiles, mais j'adore que tu ouvres la porte en disant qu'il y en a qui ont de la misère dans leur vie personnelle, ils ont de la misère avec leur frigidaire, leur bouffe, et que Cultiver pour partager a ça comme objectif, hein, aider l'insécurité alimentaire et aussi le gaspillage alimentaire. Puis c'est vraiment beau de voir ça aller. Je sais qu'il y a bientôt une assemblée générale, qu'il y a des belles nouvelles. Je sais pas si tu as le droit d'en glisser quelques mots, mais avant, j'ai envie de te partager mon expérience que j'ai vécue tout récemment, Jean. Oui, c'est que, suite à notre dernier épisode, on a décidé de faire un don de temps à l'organisme Cultive pour partager. Puis, samedi dernier, on s'est rassemblé 21 personnes pour aller à Saint-Alfred dans une bleuetière. Puis au-delà des valeurs que je suis d'accord, j'ai envie de décrire mon expérience que, pour me rendre là, d'une part, j'étais en contact avec Benoît Giraudot, un homme retraité qui a ça à cœur, qui a facilité mon élan de vouloir aider. Ça a été facile avec lui, ils m'ont répondu rapidement, puis il le fait avec cœur, justement. Juste de rencontrer des hommes comme ça laisse rien d'indifférent. Il pense à tous les aspects techniques, tu vois, qui a vraiment à cœur que la journée se passe bien. On s'est donné rendez-vous à 9h là, à un endroit. Je m'arrivais d'avance, j'arrive 15 minutes d'avance, il est déjà là, un samedi matin, bénévole, prêt. Tu vois c'est sur la coche, tu sais. Où est-ce qu'on va rencontrer là, les propriétaires de la bleuetière, ou est-ce qu'encore une fois, j'ai été touché de voir que, tu sais, il y a des... c'en est d'autres entrepreneurs, ceux qui ont des fermes, il y avait une bonne année, puis qu'il y avait l'élan de partager, parce qu'en plus, ça se gaspille littéralement, les bleuettes tombaient par terre. Mais je pense qu'il y a bien de ces producteurs-là, s'il n'y avait pas un cultivé pour partager, pour sonner, pour dire « Hey, j'en ai trop », tu sais, à qui appelle, à qui envoie ça, et là, d'avoir l'occasion d'avoir un groupe, d'avoir un organisme, je pense que tout le monde était content. En tout cas, il nous a accueillis avec le grand sourire, il nous a apporté du café, des beignes, de la slush pour les enfants. On a été accueillis comme des rois. Tu vois que ça faisait plaisir qu'on soit là. Puis en tant que bénévole, j'ai fait plein de bénévolat, mais il y a vraiment de quoi de satisfaisant d'être dehors, de ramasser des vrais bleuets qu'on sait qu'on va donner, qu'à la fin de voir plusieurs bacs remplis de bleuets, 190 livres qu'on a ramassés, il y a vraiment de quoi de satisfaisant, puis qu'il y avait que des sourires, ça nous a donné à tout le monde, c'était vraiment du gagnant.
Puis je voulais te remercier, Jean, encore une fois, je sais pas si tu avais ça dans ta vision, mais de vivre ce petit moment-là où est-ce que je sais que le glanage est encore un peu marginal, mais je suis là pour nommer et incarner qu'il y a que du bon à faire ça. Ça dit oui quand tu le fais. Tu vois que ça se gaspille alors que tu vas le donner à des gens qui ont faim. Tu rencontres plein de beaux humains là-dedans. Tout le monde y gagne. Mais tu nommes beaucoup, tu nommes très bien qu'est-ce qui est culture partagée. Puis tu nommes très bien ma vision de culture partagée, la vision de mon conseil d'administration dont Benoît Joadot, qui est le vice-président. Mais tu es allé à la bibliothèque Fecteau à Saint-Ludger. Ce gars-là, qui est un entrepreneur, aurait pu laisser les bleuets tomber puis dire ma saison est finie. C'était sa dernière journée de récolte. En plus de te permettre d'en récolter pour en donner à Moisson Beauce qui n'en donne aux gens démunis, par l'entremise des comptoirs alimentaires, il t'a emmené des beignes puis du café. Fait que lui, ça lui a coûté de l'argent de t'accueillir pour te donner. Ben, c'est ça, les entrepreneurs que je côtoie. C'est ça qu'ils font. Ils vont en donner plus que tu vas en demander. Puis toi, tu as vu quelque chose qui est très fondamental. On a parlé du bénévolat puis de l'environnement. As-tu pensé, tu as permis de donner 190 livres de bleuets à des gens qui s'en achèteront pas. Hein? C'est extraordinaire. Fait que là, tu as lutté contre l'insécurité alimentaire. Tu as donné des produits de qualité frais à des gens qui en ont pas. Puis tu as lutté contre le gaspillage alimentaire qui est en lien avec les valeurs environnementales. Le glanage, pour moi, tu sais que c'est un terme que je connaissais pas, que j'ai découvert en essayant de dire qu'est-ce que je faisais. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais ça existe, ça vient de l'Ancien Testament. C'est un terme de glaner, c'était à l'époque avant Jésus-Christ, c'était dire que c'était important de récupérer ce qui allait se perdre dans le champ autrement. Alors, ça fait 2000 ans, peut-être 2500 ans que ça a été écrit ça. Puis t'es allé faire ça, puis ça t'a satisfait. Moi, ma découverte de culture partagée, c'est pas d'aider les gens à manger, ça je le savais, Mais quand j'ai découvert tout le gaspillage alimentaire, j'ai même poussé. J'ai parlé avec un économiste, qui est un jeune de la région de Québec, qui enseigne à Harvard, à Boston, la plus grande université américaine en économie. Parce qu'il a tellement capoté sur culture partagée, il est venu visiter quelqu'un, il est venu dans les champs. Il n'en revenait pas. Il a passé l'avant-midi, puis après, il est venu à la maison, puis il m'a dit, j'ai fait une recherche, il y a 33% des produits alimentaires de culture qui sont prêts à manger, qui se gaspillent. 33%. Puis il dit, by the way, il y a à peu près 33% des êtres sur la planète qui mangent pas à leur faim. Tu sais, quand tu penses à ça, moi, ça me donne des frissons. Fait que je me dis, hey, le glanage, moi, ça m'allume, puis je sais comment ça t'allume. Fait que si tu veux refaire d'autres travails, on ira ailleurs dans les prochaines semaines. Certainement. Puis merci d'avoir repris, c'est Saint-Luger à la buvetière Fecteau. Puis je salue Jason, d'ailleurs, là, qui a vraiment eu une pensée pour les enfants. D'ailleurs, je suis venu avec mes enfants, j'ai une pensée pour vous. Puis les enfants ont adoré leur expérience. Bravo à tous ceux-là. Puis est-ce que tu veux donner un petit scoop en terminant de ce qui se passe pour Cultivo Partagé? Je sais que vous avez des belles annonces à faire. Ben je le dirai pas. Hein. On est en train de préparer quelque chose depuis 2 ans qui est majeur. Il est trop tôt pour en parler parce qu'il me reste des étapes en guillemets légales à faire puis financières. Fait qu'on peut pas annoncer pour le moment. Mais on espère le 9 septembre à l'Assemblée générale, si nous sont intéressés, venir à l'église de Saint-Alfred. C'est parce que c'est à Saint-Alfred qui sont nos champs. Vous êtes les bienvenus. On va à 10h, on espère être capable de faire notre grande annonce. Puis c'est ça. Puis pour mon livre, écoute, je vais faire une petite publicité. Mon livre est en vente dans le réseau des libraires du Québec partout. Il est aussi dans le réseau Renaud-Bré. Donc, à Saint-Georges, vous avez Librairie Select, Librairie de la Chaudière, puis le Renaud-Bré qui ont mon livre. Puis, écoutez, moi, j'aime ça quand les gens vont voir des entrepreneurs puis qui achètent mon livre pour le vendre, mais aussi pour encourager les libraires, parce qu'être un libraire, c'est comme n'importe quelle entreprise, il faut travailler fort. Puis moi, je pense que ça se donne bien cadeau à Noël, à n'importe qui ou quelqu'un qu'on aime. Puis pas besoin que ça soit quelqu'un qui est en affaires. Ça se lit comme un roman, ça se lit, c'est très agréable à lire. Je confirme, je suis pas entrepreneur, puis j'ai adoré ça, donc merci Jean, j'encourage tout le monde à lire ce livre-là, ça se lit vraiment bien, puis c'est, encore une fois, là, même si vous savez qu'il y a des bons entrepreneurs, de lire l'histoire, ça fait du bien à mieux le comprendre, donc
Donc, j'encourage tout le monde. Puis, pour terminer, Jean, est-ce qu'il y aurait une partie qu'on n'a pas couvert? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire avant qu'on se quitte? Ben, moi, je vais dire, non. Je trouve vraiment que ton entrevue est bien préparée. Le fait que tu aies cité certaines parties, tu es allé vraiment dans des moments clés. On a fait l'histoire, tu sais, on a la descente. Après ça, on a fait les années difficiles. Après ça, la relance, l'espoir, l'objectif ultime. Non, moi, je suis vraiment content de l'entrevue. Puis tout le monde va l'avoir mieux que c'est. Puis écoutez, allez l'acheter, le livre, il mérite d'être lu. Puis je le dis parce que basé sur tous les commentaires que je reçois d'appréciation. Donc, merci beaucoup, Michel. Un franc plaisir, Jean. Merci à toi d'avoir écrit ce livre-là dans une intention d'aider. C'est déjà commencé, puis on espère que ça va en aider d'autres. Alors, merci, Jean. Passe une belle journée. Merci pour ton temps. Merci pour ta confiance. Salut. Bonne journée à tous. Bye. Merci de nous avoir écoutés. S'il te plaît, fais en sorte que les émotions que tu viens de vivre, les idées que tu as dans la tête, ils s'envolent pas en fumée. Fais-le atterrir dans la réalité avec des actions concrètes. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de se rassembler avec des gens crinqués qui sont dans l'action. On a créé le groupe Level Up. Va voir sur inspire-x.ca/levelup. On a super hâte de te rencontrer.